Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser Air Liquide, une des actions préférées des Français. On va faire une analyse fondamentale puis une analyse technique. Et bien sûr, je vais vous dire mon avis, ce que j'en pense. Déjà, Air Liquide, c'est quoi? Je rappelle, c'est tout simplement une entreprise qui est très spécialisée dans le transport de gaz pour les industriels. Donc, forcément, cette entreprise est très liée à la demande. D'ailleurs, son revenu, il est tiré à 95,5% du transport de ces gaz. Ensuite, on a 3,1% d'autres services, notamment de la tech, mais bien sûr toujours très liés à leur marché, et aussi 1,4% d'engineering et de construction. Bon, globalement, c'est le gaz et sa distribution. Ensuite, où est-ce qu'ils font leur revenu? Eh bien, en France, seulement 12,4%, en Europe, environ 26%, aux US, 32%, Asie-Pacifique, 20%, et ensuite, toute l'Amérique du Sud, 5,6%, et Middle East et l'Afrique, 3,8%. Vous voyez que c'est quand même assez réparti, donc c'est assez mondial, ça c'est une bonne chose. C'est une entreprise qui est bien installée, est reconnue comme spécialiste dans le monde entier. Et est-ce que c'est une bonne entreprise? Est-ce qu'elle a une bonne santé financière? Est-ce que ça va m'intéresser en tout cas? Eh bien, je vais vous faire ma réponse détaillée. On va voir comme d'habitude la structure du capital, sa santé financière, la croissance et la rentabilité actuelle, le nombre d'actions, le return on invested capital, puisque ce qui va m'intéresser, c'est qu'elle soit bonne pour les actionnaires. Parce que si c'est une très bonne entreprise qui me rapporte pas d'argent, franchement, ça m'intéresse pas. Pas pour investir en tout cas. Alors, on commence avec la structure du capital. Quelle taille elle fait? C'est une entreprise qui fait déjà 105 milliards d'euros, donc elle est dans le CAC 40 évidemment, dans les 40 plus grandes entreprises françaises, et on voit qu'elle est financée à plus de 90% avec sa capitalisation boursière, avec les capitaux. Et on verra que surtout en ce moment, puisque sa valeur en bourse est très élevée. Au niveau de sa santé financière, là il y a quelque chose que je n'aime pas du tout voir, c'est une entreprise qui est très endettée par rapport au free cash flow qu'elle dégage et aux liquidités. Alors en soi, c'est normal, puisque c'est une entreprise qui doit investir pour pouvoir construire de nouveaux gazoducs, etc. Donc en soi, c'est normal. Sauf que aujourd'hui, l'argent coûte cher. D'accord? L'argent n'est plus gratuit, donc le coût de la dette va être de plus en plus important. Et ça, c'est quelque chose qui, à court terme, n'est pas une bonne nouvelle. Puisque si on regarde juste les dernières années, on voit que leur dette baissait et le reste des liquidités était plutôt en croissance. Donc ce qui était une bonne chose. Bon, même si ça reste plutôt stable. Mais là, ça ne va plus être vrai forcément, puisqu'il va y avoir l'impact des taux d'intérêt qui va faire très mal. Donc pour l'instant, au niveau de la solvabilité, ce n'est pas catastrophique, mais avec l'environnement actuel, avec la macroéconomie, ce n'est pas le type d'entreprise que j'aime bien. Elle va être beaucoup trop impactée par les variations des taux d'intérêt. Au niveau de la croissance et de la rentabilité, eh bien on voit que pour le revenu, c'est plutôt en dents de scie. Il y a une croissance puis une décroissance. Et c'est la même chose au niveau du revenu net, forcément. Quand on regarde la marge nette, on a l'impression qu'il y a vraiment une grosse différence sur cette courbe, mais regardez, ça reste vraiment très étroit. Globalement entre 9 et 12%, même si 3% de différence sur une marge nette, ça se ressent vraiment à la fin dans les cours. Pour ce type d'entreprise, ça reste quand même bien, notamment pour une entreprise française. Et quand on voit l'ensemble, eh bien on voit que c'est pas tout beau tout rose, ça ne fait pas que monter en ligne droite, alors que la demande de gaz avait quand même explosé, et les prix également. Sauf que c'est en France et en Europe, du coup il y a eu des boucliers tarifaires, l'État a toujours son mot à dire, donc forcément ils ne mettent pas les prix qu'ils veulent, ils sont dépendants. Et ça, pour le marché Europe, eh bien forcément, ça joue à la fin sur la rentabilité de l'entreprise. Plus particulièrement pour la rentabilité, on va voir les cash flows. Est-ce qu'elle arrive quand même à dégager du free cash flow? Eh bien oui, heureusement d'ailleurs. Dans une période qui était favorable, elle a quand même su dégager du free cash flow. Mais regardez ce que je vous disais tout à l'heure. On voit que le cash lié aux activités de financement, donc la dette, est de plus en plus négative. Forcément, la dette va coûter de plus en plus cher, ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle, évidemment. Et on a toujours un cash lié aux investissements qui est négatif également et assez négatif, puisque, eh bien, elle doit toujours investir. Pour moi, c'est une entreprise qui a ses belles années quand l'argent est gratuit, quand l'argent n'est pas cher en tout cas, puisqu'elle a un gros besoin d'investissement, un gros capex. Une partie que je ne mets pas d'habitude, mais que là j'ai rajouté puisque c'est français et que les Français aiment bien les dividendes, eh bien c'est une entreprise qui verse des dividendes, un rendement qui était à plus de 2%, donc de 50%, et qui est aujourd'hui à 1,8%. Tout simplement pourquoi le rendement baisse, alors que les dividendes par action augmentent, eh bien, mathématiquement, c'est parce que le prix de l'action a largement augmenté par rapport à ses revenus, et forcément le rendement diminue. Une petite précision quand même que la plupart des débutants oublient, le dividende, ce n'est pas gratuit, le prix du dividende est détaché du prix de l'action. Et en plus, c'est fiscalisé directement à la source, donc pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt d'avoir des dividendes, puisque s'ils ne l'avaient pas versé, le prix de l'action aurait continué d'augmenter, ils auraient pu s'en servir en plus pour investir, comme c'est une entreprise qui a beaucoup besoin d'investir, et par exemple, ça leur aurait permis d'emprunter moins. Il y a quand même vraiment un mythe autour des dividendes,
qui est pour moi complètement infondé mathématiquement, il n'est pas bon du tout, mais bon, comme les Français aiment ça, eh bien ils en versent, et comme ça ils ont plus d'acheteurs. Bah, ce n'est pas la seule entreprise qui fait ça, hein. On passe maintenant à la rentabilité des actionnaires, hein. On va voir le nombre d'actions. Bon, en plus, là, on en a pas mal parlé ces derniers temps. Pour une bonne ou une mauvaise raison, ça dépend hein, de ce que vous voulez d'une société. Déjà, on a un rendement du capital à investir qui se trouve entre 7,5 et 9%, donc un peu moins de 9%, ce qui n'est pas énorme en soi, hein. Et quand on regarde le nombre d'actions en circulation, eh bien, il y a quelque chose que personnellement je n'aime pas, hein, c'est qu'il ne rachète pas des actions, il dilue à chaque fois le capital en rajoutant des actions en circulation pouvoir se financer. C'est un peu la même chose que le dividende, hein. Faut quand même comprendre que c'est pas une bonne chose pour les actionnaires. Parce que récemment, tout le monde en voulait parce qu'en fait, ils expliquaient qu'il y avait une action gratuite pour 10 actions détenues en portefeuille. Évidemment, tous les débutants on se sont dit super, un free lunch, je vais avoir de l'argent gratuitement. Rappelez-vous que ça n'existe jamais en bourse. Comment est-ce que ça se passe dans ces cas-là? Eh bien, s'il y a des actions en plus, la valeur des autres actions va être diminuée. S'il y a 10% d'actions en plus, le capital va être dilué de 10%. Donc la valeur de chaque action va baisser de 10%. Imaginons que vous aviez 10 actions, et bien c'est bien, ça ne change rien du tout. En fait, vous avez 11 actions, mais toujours la même valeur en portefeuille. Par contre, si vous en aviez 9, et ben vous êtes perdant. Parce que les 9 actions que vous avez, eh bien elles ont perdu de la valeur. Voilà, c'était juste un petit rappel. Une dilution de capital, ça ne profite pas aux actionnaires. Quand la société rachète des actions, ça prouve qu'elle est en bonne santé. Et là, dans ce cas-là, c'est bon pour les actionnaires. Alors, qu'est-ce que j'en pense maintenant? Petit bilan hein, de ce qui nous intéresse. On a pour moi une espèce de blue chip à la française, une entreprise très spécialisée, qui a quand même une bonne rentabilité, mais qui est quand même pas mal liée à la croissance, puisque quand il y a de la croissance, il y a de la demande de gaz. Sauf que si on rentre dans une récession, évidemment, c'est une des entreprises qui va être les plus touchées, et qui va être vraiment impactée par le coût de la dette. Donc, pour résumer très simplement, c'est une entreprise qui est bien, mais qui n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas le type d'action que je cherche à avoir dans mon portefeuille. En plus de ça, l'industrie, moi je n'ai aucun avantage concurrentiel dedans, je ne connais pas ce milieu, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, c'est un domaine qui est très technique, et si on n'est pas dedans, à mon avis, on ne peut pas vraiment savoir comment ça fonctionne. On peut avoir bien sûr les grandes lignes, sauf que ça c'est pas un avantage concurrentiel, tout le monde peut les avoir, mais on peut être très surpris à mon avis par ce qui peut arriver. Si par contre on rentre dans une récession et qu'elle devient vraiment décotée, alors là dans ce cas-là c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser puisque elle est aimée des investisseurs, et en bourse c'est très important, et puis si elle est décotée, moi j'aime bien les bonnes affaires. Mais pour l'instant elle ne l'est pas du tout, d'ailleurs c'est ce qu'on va voir, elle est valorisée très cher pour ce que c'est, tout simplement parce qu'elle a bien performé les dernières années. On va voir ses vecteurs de croissance, hein, toujours selon Peter Lynch, là c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas trop non plus, puisque vous avez vu que c'est une entreprise qui est très spécialisée. Alors en soi c'est pas quelque chose de mal, sauf que vous avez vu qu'elle est déjà dans le monde entier. Il n'y a plus énormément en fait de nouveaux marchés. Elle ne va pas faire un x20 dans les 10 prochaines années, ça c'est sûr et certain. On va prendre les points un par un, est-ce qu'elle va pouvoir réduire ses coûts? Mais bien non. Il y a une inflation, l'inflation c'est surtout, notamment en plus sur les matières premières, eux ils ont besoin de beaucoup de matières premières pour pouvoir créer des nouveaux gazoducs, donc ça coûte cher, donc là non, hein, les services aussi sont de plus en plus chers, donc là non. Augmenter ses prix, eh bien oui, ça c'est vraiment la chose la plus importante pour eux, c'est qu'ils peuvent augmenter leurs prix, mais ça va vraiment dépendre de la demande du gaz mondial. C'est toujours pareil, hein, ça c'est vraiment la loi de l'offre et la demande, plus il y a de demande, plus ils vont pouvoir augmenter leurs prix, et inversement, sinon ils vont devoir baisser leurs prix. Alors eux ils sont vraiment dans le transport de gaz. C'est pas directement les producteurs, mais évidemment c'est pareil, c'est lié. Est-ce qu'ils vont pouvoir conquérir de nouveaux marchés, c'est-à-dire avoir de nouveaux produits? Ben non, on a vu qu'ils étaient très spécialisés et que la part de nouveaux produits elle est vraiment infime. De toute façon, en s'appelant Air Liquide, on n'a plus trop le choix. Augmenter le volume de l'existant. Alors là, j'ai mis oui et non, j'ai mis les deux, hein, c'est fait exprès. Bah, tout simplement parce que ça va dépendre du marché. Ça va dépendre de si l'économie va bien, oui. Si l'économie est en récession, non. Tout simplement, voilà, ça va dépendre de la macroéconomie qui est actuellement très mauvaise. Et pour ma part, je ne pense pas que ça va s'améliorer en 2025. Mais pour le futur, si vous voulez un investissement à long terme, bien sûr que ça va s'améliorer ensuite. Il faut toujours rester positif. Et ensuite, le redressement ou la vente d'une filiale non rentable, eh ben non, hein, ils sont très spécialisés, ils ne font qu'une chose. Donc là, on n'en parle pas. Vraiment, du coup, le seul vecteur à chaque fois qu'ils ont une croissance, c'est l'augmentation des prix. Et également des volumes de l'existant selon l'économie. Alors, combien ça coûte tout ça? Combien ça vaut? On va voir les petits ratios de valorisation. Eh bien, regardez quelque chose que je n'aime pas du tout voir. Le ratio de valorisation qui augmente drastiquement. Là, on est quasiment à 30. Aujourd'hui, on est un peu moins, on est à 28,18. Si on ne regarde que ça, ce n'est pas une bonne opportunité. Et c'est vrai pour tous les ratios. Ratio prix de vente, ratio prix sur le flux de trésorerie. Et également le ratio de la valeur de l'entreprise sur l'EBITDA.
Est-ce que c'est donc un moment pour rentrer avec une économie qui est mauvaise? Ce n'est pas mon avis, mais après vous faites ce que vous voulez, hein. Je ne suis pas conseiller financier, mais ce n'est pas mon avis. On aurait donc un price earning to growth qui n'est pas calculé ici, hein, mais qui est ramené à la croissance, qui serait largement supérieur à 1. On va voir ça maintenant sur les courbes, on va voir ça avec Ishimoku. C'est parti. En fait, on va commencer à l'envers. D'habitude, je commence en daily, donc une bougie représente un jour, mais là on est en monthly, donc une bougie représente un mois. Quand on voit ça, ça fait quand même plaisir à voir. Si vous êtes investisseur depuis longtemps, vous voyez que ça fait quand même une très belle montée. Imaginons que vous ayez investi au meilleur moment en 2003, eh bien, vous auriez fait 1 x 13. C'est quand même pas négligeable. En plus, on n'a pas une volatilité qui est monstrueuse, à part en 2008 où il y a eu la grosse crise, où on a perdu 40%. Alors par rapport aux autres entreprises, c'est pas monstrueux non plus, hein. On n'a quand même pas une volatilité qui est vraiment mauvaise, hein. 2014, c'est pareil, on a eu une baisse de 25%, c'est pas énorme. 2020, une baisse éclair, alors là on peut vraiment dire éclair, hein, de 30%, mais regardez à quelle vitesse c'est remonté juste ensuite, hein. C'est vraiment au niveau de la valorisation une entreprise qui est très aimée des investisseurs. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, eh bien, depuis le début de son existence, au niveau d'Ishimoku, on n'est jamais descendu en dessous du nuage. Donc c'est quand même une entreprise qui est performante là-dessus. On peut voir très rapidement que les investisseurs aiment cette entreprise. En se basant sur ce qui s'est passé depuis le début de son existence, en sachant que pour moi, on est à peu près au même niveau qu'entre la crise de 2000 et celle de 2008 au niveau des taux d'intérêt, en fait, donc au niveau de la croissance de la demande qu'il va y avoir. Imaginons qu'il y ait la même chute, en prenant les mêmes paramètres, que ça ne descend pas en dessous du nuage, eh bien, on aurait au maximum une chute depuis aujourd'hui de 40%. Ce qui n'est pas énorme en soi, hein, ce qui n'est pas énorme du tout, même par rapport aux valeurs technologiques et toutes les autres valeurs de croissance qui pourraient, elles, descendre bien plus. Ça s'explique notamment puisqu'il y a beaucoup de détenteurs à long terme qui ne vendent pas, peu importe le prix. Et bon, évidemment, du coup, en monthly, on est bien sûr en positif, hein, même s'il peut y avoir quand même au moins des retours sur la Tenkan et la Kijun, qui se trouve quand même au moins à 13% en dessous, d'accord? Si vous êtes pour du très long terme, ça peut quand même être un bon point d'entrée. Ensuite, en mensuel, regardez, c'est un peu la même chose, hein. On est pour l'instant sur une tendance haussière. Par contre, on est repassé, premier avertissement, sous la Tenkan. Et maintenant, on est au niveau de la Kijun. On a déjà clôturé 2 semaines en dessous sous la Kijun. On a donc déjà eu un premier avertissement. On est revenu taper sur la Tenkan et on est reparti à la baisse. Donc c'est possible que là, on rentre justement dans un moment qui est clé. Bon, évidemment, il y a également les élections législatives qui vont pas améliorer la chose à mon avis. Notamment au niveau de leur dette, ils vont devoir payer plus cher pour se financer. Ensuite, on va voir ça au niveau du jour. Et là, on a quelque chose également qui est plutôt annonciateur. Regardez, il y a deux choses qui m'intéressent ici. On va mettre un petit peu en plus grand pour que ça se voit. Il y a quelque chose ici. On vient de clôturer sous le nuage, d'accord? Enfin, la lag in span vient de clôturer sous le nuage. Sinon, on y était déjà, mais sauf que c'est la lag in span ici qui m'intéresse. Regardez bien, elle est venue rebondir. On avait déjà fait une première tentative, d'accord? Mais on était remonté directement. C'est très souvent comme ça que ça se passe. C'est très rare qu'on y aille directement. Mais elle est venue rebondir à l'intérieur et on est reparti dessous. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé ici, hein. Elle a voulu rebondir, retester le nuage, on est reparti dessous. Donc là, quand même, on a un premier signe. On va le mettre juste ici. Et le deuxième signe, regardez, c'est ce gap ici qui est énorme, hein. Il y a un énorme gap ici, ok, de quasiment 4%, qui a d'ailleurs servi, en fait, juste ici pour l'instant, de résistance. Regardez, c'est ici exactement qu'on est revenu rebondir. Donc 2 fois ici, on est venu retester. Et ça se fera peut-être encore une fois, on va peut-être venir le retester et repartir en tendance haussière. Ce n'est pas vraiment ce que je pense que là, il y a vraiment un danger qui se situe vraiment juste ici, hein. Là, on a vraiment un creux, une valeur qui n'intéresse pas les investisseurs. Donc 259 à 153, on peut partir très vite. Et ça entamerait vraiment une petite tendance baissière, en tout cas court terme. Et qui pourrait peut-être engendrer la tendance baissière à moyen terme. Puisque si on regarde ces niveaux en weekly, eh bien, on repasserait sous le nuage. Enfin, pas si on est juste ici, hein. C'est possible qu'on vienne rebondir un petit peu. Mais à mon avis, on peut rentrer au moins dans une petite consolidation. Quelque chose de pas très agréable pour les investisseurs. Mais comme d'habitude, si vous voulez investir pour du très long terme et que vous le faites tous les mois, eh bien franchement, ça n'aura aucun impact, hein. Là, on parle vraiment si vous voulez avoir un portefeuille d'opportunités. Puisque regardez, si je remets une dernière fois, et ce sera le dernier petit truc, sur le très long terme, regardez, ça ne représente rien du tout. On est vraiment sur une petite correction. Ce qui correspond d'ailleurs presque un petit peu à la Tenkan, hein, mensuelle. On est vraiment sur des variations qui sont toutes petites. Mais ça ne veut pas dire que les variations ne peuvent pas aller très très vite dans l'autre sens. Voilà pour cette analyse, faites-vous votre propre avis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas pour l'heure, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, il y aura d'autres analyses, allez vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis thumbs up bien sûr, et à plus.